Donc c'est en même temps assez dangereux. Et en plus, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je me présente d'abord, donc Ariane Papillon. Je travaille avec SQL Server depuis assez longtemps, en fait. Les versions 4.21, 6.0, 6.5, 7.0, 2000. Bon. Depuis 2008, j'ai créé ma propre structure qui s'appelle Datafly. J'ai un stand d'ailleurs en face de la grande salle. Et je suis donc consultant, surtout sur les parties administration, architecture et migration en l'occurrence. Et puis au passage, je suis également président du groupe utilisateur Gus. Donc vous avez aussi un stand Gus. Je ne referai pas ce qu'on a dit dans la plénière, mais vous pouvez venir me rencontrer soit sur mon stand, soit sur le stand de Gus aussi. Donc beaucoup de choses à voir en relativement peu de temps. Je crois que je vais déclencher le chrono, histoire de ne pas me mettre en retard. Voilà. Alors, première chose déjà, quelle est votre migration? Est-ce que vous partez d'SQL Server ou est-ce que vous partez d'autre chose? Et si vous avez SQL Server, vous avez quelle version? Je voudrais faire un petit sondage déjà. Qui a encore du SQL Server 2000? Voilà, je m'y attendais tout à fait. Qui a du SQL Server 2005? Presque tout le monde. Du 2008, 2008 R2 aussi. Ben, il y a un peu de tout en fait. Donc là, c'est de la mise à niveau, de la migration aussi en fait, puisqu'on va voir que c'est un peu plus qu'une mise à niveau. Et qui est-ce qui a un projet de migration pour quitter un autre SGBD? Beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'on est en fait dans une conférence sur SQL Server, donc la plupart utilisent déjà SQL Server. Bon, ça tombe bien parce qu'effectivement la plus grosse partie du sujet va se trouver là-dessus. On va quand même parler de la partie migration à partir de notre base de données, mais un peu plus brièvement. Première chose, parlons déjà un petit peu des grandes générations de SQL Server sous l'aspect de la migration en tout cas, pas forcément sous l'aspect des fonctionnalités. Les grands sauts technologiques, en fait, hein, on a eu un premier bond technologique entre la version 6.5 et la version 7. Un deuxième grand bond entre 2000 et 2005. Et puis à chaque fois, sinon, quelque part, on retrouve un petit peu ces petits entre deux versions relativement voisines. Et en 2012, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, ça ne manque pas. Et vous allez avoir l'occasion de les découvrir. Mais effectivement, en termes de migration, ce n'est pas forcément un très grand bond. On a bien vu déjà, avec le nombre de doigts levés, qu'il y a une importante base installée en version 2000, pour laquelle une migration doit être envisagée. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'à la sortie, vous allez envisager une migration. Ce qu'il faut voir, c'est que les migrations entre versions plus éloignées sont forcément un peu plus délicates, déjà parce que le moteur change beaucoup. Donc, entre 2000 et en particulier vers 2005, 2008 R2 et 2012, vous allez avoir forcément une migration un peu plus délicate. Autre chose aussi, c'est que si vous avez l'intention de migrer en SQL Server 2012, vous avez forcément une étape intermédiaire, puisque vous prenez en charge deux versions antérieures. 2008, 2008 R2, c'est considéré comme une seule version dans ce cas-là, en tout cas. Et donc, ce qui veut dire que pour passer de 2000 à 2012, vous avez forcément une étape intermédiaire pour la migration. Alors pourquoi est-ce qu'on migre? Pourquoi mettre à niveau? Donc l'image est un petit peu provocatrice, mais c'est vrai que quand vous vous retrouvez à gérer des gros volumes en particulier, ou de la haute disponibilité, que vous êtes en SQL Server 2000, vous vous dites il me manque plein de choses. Il me manque le partitionnement, il me manque le database mirroring. Et donc effectivement le DBA en SQL Server 2000, il est un peu plus contraint, et il a un petit peu moins de moyens et un peu moins d'outils. Sans rentrer plus dans le détail, les fonctionnalités globales qu'on va acquérir. Déjà, le grand saut de génération de 2000 à 2005, changement d'interface, changement d'ETL, la haute disponibilité avec le database mirroring, les options online, effectivement, qui permettent d'exploiter sa base de données alors qu'on réindexe, alors qu'on restaure une partie de sa base de données. Le partitionnement pour les gros volumes. Donc, en fait, l'ensemble des grosses fonctionnalités arrive déjà en passant de 2000 à 2005.
Le modèle de sécurité aussi, la granularité fine, le chiffrement, la prise en charge du XML, d'autres modes d'isolation qui vous permettent de travailler autrement qu'avec du verrouillage, le service broker, le CLR, le catalogue système et tout un ensemble d'outils effectivement qui vous permettent d'obtenir plus facilement de l'information, de faire plus facilement de l'optimisation. Donc déjà, le grand saut se situe entre 2000 et 2005. On se dit, tout est fait, on arrive en 2005, pourquoi est-ce qu'on va aller plus loin ? 2005 vers 2008, alors j'ai mis 2008 ou 2008 R2. Côté moteur de base de données, il n'y a pas tant de différence que ça entre 2008 et 2008 R2, il n'y en a quasiment pas. Les grosses modifications se situent du côté de la business intelligence surtout. Mais il y a quand même des nouveautés qui sont très utiles, voire indispensables. Le chiffrement transparent, la compression de données, la compression de sauvegarde, le file stream, le resource governor, la prise en charge des données géographiques, l'administration multiserveur, l'administration par stratégie, côté sécurité on a l'audit, la capture de données modifiées, le suivi des modifications, le collecteur de données de performance. Je suis obligé d'en faire un petit peu une liste rapide parce que sinon, je pense qu'on ne va pas passer 1h15, mais on va passer un jour et quart ou une semaine et quart. L'amélioration du database mirroring aussi, avec la compression de données, etc. L'interface utilisateur aussi avec l'IntelliSense, le debugger, le PowerShell, très utile aussi dans le cadre d'une migration. On peut faire toute une migration au PowerShell. Et les index filtrés. Donc, on se dit ça vaut quand même le coup. Il y a quand même pas mal de modifications. 2008 vers 2012, là vous allez le découvrir, vous avez 2 jours pour le découvrir, donc je ne vais pas prendre la place de toutes les sessions qui sont derrière. Avec Always On, vous avez une session demain à 10h sur l'utilisation de Windows Server Core, demain à 15h45, donc vous êtes obligé de rester 2 jours en fait. SQL Data Tools, côté interface, le File Table, les Contained Database, les séquences et nouvelles fonctions en TSQL, les nouveautés côté spatial, etc. Donc beaucoup de choses. La plus grosse partie aussi qui se situe au niveau de la business intelligence, je laisse ça aux gens côté business intelligence, il y a une 2e session juste en même temps en ce moment, sur justement la business intelligence avec SQL Server 2012, avec Power Pivot, Power View, et puis MDS, DQS, etc. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les fonctionnalités parce que, comme je vous disais, on va y passer la journée. Qu'est-ce qui va motiver aussi notre migration ? La prise en charge des OS. C'est clair que si vous installez des nouveaux serveurs à l'heure actuelle, vous n'allez certainement pas les installer en Windows 2000, sûrement pas en Windows 2003, mais plutôt en Windows 2008 R2. Donc déjà, vous abandonnez SQL 2000 et vos bases de données, vous allez être obligé effectivement de les faire évoluer. Idem pour SQL Server 2005 sur du Windows 2008 R2. La nouvelle version SQL Server 2012, elle, est prise en charge sur Windows 2008 en SP2 ou Windows 2008 R2 en SP1. Donc une motivation de plus, effectivement, pour faire évoluer vos versions d'SQL Server. Ensuite, il va falloir que je choisisse quelle est ma méthode de migration. J'ai toujours une méthode qui est directe, qui consiste à mettre le CD dans la machine et puis à mettre à niveau l'instance, ce qu'on appelle la mise à niveau directe. Et puis j'ai une autre méthode qui consiste à faire une mise à niveau en parallèle, soit parce que je veux changer de serveur, soit parce que je veux avoir les 2 instances en parallèle pour pouvoir effectuer mes tests et pour pouvoir migrer en douceur. Qu'est-ce qui va me permettre de déterminer ? Première chose, je change de plateforme. Je veux changer de serveur, je veux changer du 32 bits au 64 bits. Là, je n'ai pas de choix, c'est une mise à niveau en parallèle vers un autre serveur. Est-ce que je veux migrer toutes les bases de données d'un seul coup ? Si je veux migrer toutes les bases de données, je peux peut-être envisager une mise à niveau directe. Une mise à niveau parallèle va par contre me permettre d'avoir une granularité base par base et de migrer progressivement chaque base. Éventuellement d'en laisser quelques-unes dans l'ancienne version. Grosse question, est-ce que je veux avoir une possibilité de retour arrière ? Le gros inconvénient de la mise à niveau directe, c'est que je n'ai pas de retour arrière. C'est qu'une fois qu'effectivement mon instance a été mise à niveau, si je veux revenir sur la version précédente, le seul moyen qui me reste, c'est de réinstaller un autre serveur, de réinstaller SQL Server et de restaurer mes sauvegardes.
Et puis, la dernière question, est-ce que je veux avoir mes deux versions en parallèle, ne serait-ce que pour pouvoir les migrer en douceur, pour faire des tests, etc. Donc, dans la plupart des cas, on va se retrouver effectivement dans des mises à niveau en parallèle. À noter aussi que dans les deux cas, qu'on soit en parallèle ou en mise à niveau directe, on ne peut pas faire ça en une seule fois pour passer de SQL Server 2000 à SQL Server 2012. Ce n'est pas forcément bloquant, on verra qu'on peut y arriver en le faisant très rapidement, en passant par un intermédiaire SQL 2008, par exemple. Donc si on revient sur les deux techniques, la première, mise à niveau direct, qui semble la plus simple, remplacer l'instance. Donc c'est simplement au moment de l'installation où vous choisissez de mettre à niveau votre instance de la version antérieure vers la nouvelle version. Ça marche avec du SQL Server 2008 R2, du SQL 2012. Ça prend simplement deux versions antérieures en charge. Donc 2008 R2, c'est 2000 SP4 ou SQL Server 2005 SP2, ou bien sûr SQL Server 2008, qui est une version assez proche. En SQL Server 2012, c'est du 2005, du 2008 ou du 2008 R2, le point de départ. Donc avantage, c'est une méthode simple, puisque c'est une simple installation, quelque part, relativement rapide, et généralement rapide, sauf si vous avez un souci au milieu de l'installation. L'intérêt, c'est que ça vous migre l'ensemble des données système, donc à savoir les logins, les connexions, donc les travaux, l'entièreté du catalogue système et l'entièreté de toutes les bases de données qui sont hébergées sur cette instance. Sauf si vous avez encore des lots, des packages DTS, Data Transformation Service en SQL Server 2000, ceux-là, de toute manière, ils imposent de faire une migration vers SSIS progressivement, après coup, on va en reparler. Autre avantage, vos applications ne changent pas de serveur. Autrement dit, si elles pointaient vers votre serveur SQL 2000, elles vont pouvoir continuer à travailler avec votre serveur SQL 2012, 2008, puisque là, on est obligé de faire deux étapes, sans être obligé de changer les chaînes de connexion. Inconvénient, beaucoup moins de contrôle qu'une autre méthode. Non granulaire, c'est toute l'instance que vous migrez. Une période d'indisponibilité au cours de la mise à niveau. Et puis pas de retour arrière sans une réinstallation complète. Donc si on regarde un petit peu comment ça se passe, c'est marrant, il manque un bout de mon slide. Voilà. Toute la période d'installation, de préinstallation, quand vous faites une mise à niveau directe, votre instance reste disponible. Au moment de l'installation des prérequis, au moment du check général de compatibilité, au moment de l'installation des binaires. Et là, à partir de là, vous avez toute une période où effectivement votre instance reste indisponible, arrêt du service, redirection des services vers la nouvelle version. À partir de cet instant, de toute manière, c'est un point de non-retour. Ensuite, démarrage en single user, attachement de la base de données ressources, arrêt du service. Et là, à partir de là, au redémarrage suivant, vous pourrez avoir de nouveau vos bases de données progressivement disponibles les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que chaque base va être mise à jour, un ensemble de scripts de mise à jour va être joué, et à partir du moment où ces scripts de mise à jour ont été joués, vos bases de données sont disponibles, et la continuité de l'installation, c'est la suppression des anciens binaires. Ce qui va nous intéresser plus, c'est la migration en parallèle. Donc une mise à jour en parallèle, c'est une nouvelle instance ou un nouveau serveur. Plusieurs méthodes pour y arriver. Le plus simple, c'est le backup et le restore, puisque vous avez une compatibilité ascendante entre deux versions. Je peux faire un backup d'une base de données SQL Server 2000 et la restaurer vers du 2008 R2, ou un 2005 vers du 2012. Je rappelle que le 2000 vers du 2012 n'est pas possible. Aussi possibilité de détacher nos fichiers de base de données, de les attacher sur la nouvelle instance. C'est un petit peu le même principe qu'avec un backup et un restore. Autre méthode disponible, si je me retrouve entre un 2005 et un 2012, un 2005 et un 2008, c'est de faire une migration avec du database mirroring pour essayer d'avoir un temps d'indisponibilité le plus réduit possible. Et dans des cas particuliers, si par exemple vous changez le classement de la base de données, si vous devez faire du partitionnement,
vous pourrez être amené à faire de la migration par transfert de données, donc là, avec un transfert d'objets et un transfert de données. Avantage, un changement de plateforme est possible, par exemple un passage aux 64 bits. Ça peut servir, bien entendu, vous avez une plateforme disponible qui va tourner en parallèle, donc qui va pouvoir vous servir à faire des comparaisons et à faire des tests. Chaque base de données va pouvoir être migrée indépendamment, une par une, ou lot par lot. Et puis surtout, vous avez un retour arrière envisageable, dans la mesure où vous avez toujours en ligne votre ancienne version. Et on pourra envisager, on le verra un petit peu dans la démo, des possibilités éventuellement de synchronisation par réplication avec la version antérieure pour ne pas perdre de données si jamais vous étiez amené à revenir en arrière. Inconvénient. L'inconvénient, c'est quand même un peu plus complexe à mettre en œuvre que simplement mettre le CD dans la machine. Vous pouvez avoir des volumétries importantes à copier. Ça, on peut s'aider effectivement du modèle de stockage et du SAN en particulier pour optimiser tout ce qui est déplacement de données entre deux serveurs, entre deux instances. Et puis également, problématique du changement de nom d'instance ou de nom de serveur au niveau des applications clientes qui, elles, vont devoir être redirigées, donc les chaînes de connexion vont devoir être changées. Par contre, c'est effectivement le plus sécurisant. Alors, le but d'une migration, c'est qu'elle soit le plus tranquillisée possible, c'est-à-dire que déjà nos utilisateurs s'aperçoivent a priori de rien, à part que ça marche mieux, voire un petit peu plus vite, voire un gain de performance, mais qu'effectivement, on n'est pas, au moment de la migration, un problème d'indisponibilité, un problème de blocage. Donc pour ça, qu'est-ce qui compte? C'est la préparation. De bien planifier, ça c'est essentiel, qu'il y ait le maximum de planification, de bien préparer son scénario de migration. Et ce qui est important d'abord, c'est de connaître vos applications. Vos applications, il y a parfois certaines tâches planifiées qui peuvent fonctionner sur votre plateforme dont vous n'êtes même pas au courant. Des extractions de fichiers, des applications qui tournent dans un coin et qui se connectent et qui sont très utiles pour les utilisateurs. Vous pouvez également trouver différents liens entre bases de données. Par exemple, des procédures stockées qui font appel à une autre base de données. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, vos deux bases de données sont à migrer en même temps. Donc tout ça, c'est identifié et à documenter. À documenter également tout ce qui est plateforme source d'une manière générale. Ensuite, il faut que vous testiez et que vous compariez le comportement de vos applications. Que vous compariez d'une version à l'autre. Il faut documenter le scénario et la procédure de migration. Et puis pour avoir une migration qui soit fluide et qui se passe le plus rapidement possible, automatiser au maximum et faire des scripts pour effectuer votre migration. Et n'oubliez pas surtout de tester votre scénario et s'il y a une politique de retour arrière, de tester également le retour arrière. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. N'oubliez pas aussi de vérifier vos backups. Alors, documentez votre plateforme. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Vous avez les outils qui sont livrés déjà avec SQL Server, comme sqldiag.exe, qui va vous permettre déjà de sortir un rapport de configuration de votre serveur avec les derniers fichiers de traces, les errors logs et toute la configuration côté instance et côté base de données. Vous pouvez avoir aussi des outils tiers chez Redgate, chez Apex, chez Quest, etc., qui vont vous permettre de documenter d'une manière un peu plus lisible, éventuellement, vos différentes bases de données, procédures stockées, etc. Ne pas oublier tout ce qui est configuration de l'instance, spconfigure, tout ce qui est configuration des bases de données avec spdboption. Ne pas oublier tout ce qui est travaux et tâches planifiées. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup de tâches planifiées qui tournent avec des points CMD, des points BAT, qui se connectent à SQL Server avec des OSQL, qui exportent des données avec du BCP. Et effectivement, tout ça, ça va être des tâches qui vont être supplémentaires et préalables à cette migration pour être sûr qu'au moment où vous passez d'une version à l'autre, tout soit pris en charge. Également, tous les travaux et toutes les tâches planifiées de l'agent SQL Server. À envisager aussi en amont, en préparation, tout ce qui est migration de DTS vers SSIS. Alors,
Si vous migrez vers SQL Server 2008 R2, vous pouvez encore conserver une compatibilité du DTS, à savoir que vous avez encore le runtime du DTS installable sur une plateforme SQL Server 2008 R2. Attention, ce n'est plus le cas en SQL Server 2012. Vous n'avez plus l'interface du DTS dans Management Studio. Donc ça veut dire que là, l'étape de migration vers SSIS va devoir être un petit peu avancée. Configuration aussi générale de votre stockage, dimensionnement de votre serveur, en termes de stockage, de réseau, configuration de la sécurité, et puis également faire un relevé de performance, analyseur de performance, le profiler, le temps de réponse de vos applications, pour comparer ça avec la plateforme ultérieure. Analyse avant migration. Alors vous avez de toute manière des commandes, des syntaxes, des procédures stockées système qui ne sont plus supportées d'une version à l'autre. L'exemple type, c'est la jointure étoile égale ou égale étoile. Je vais vous montrer un petit exemple, comment ça se comporte en SQL Server 2000, en SQL Server 2008 ou en SQL Server 2012. Des commandes comme des backup with truncated qui n'est plus prise en charge en SQL Server 2008. Des commandes qui datent encore d'avant, comme des dump, des load, qui datent d'SQL Server 6.5, mais qu'on trouve encore en SQL Server 2000. Des procédures stockées système qui sont non documentées. Dans certains cas, il y a certaines choses qui peuvent encore passer en SQL Server 2008 R2 avec un niveau de compatibilité 80. Le niveau de compatibilité, ça vous permet effectivement d'accepter certaines syntaxes qui ne sont plus prises en charge dans les nouvelles versions, temporairement. Mais ça nous prive aussi de certaines fonctionnalités, comme par exemple les rapports dans Management Studio, un ensemble de choses. Donc si on regarde par exemple comment se comporte une jointure étoile égale, avec différentes versions. Donc, 1 2008 R2, par exemple. Et puis, alors, l'écran est un peu petit, on va essayer d'optimiser tout ça. Mais bon. Bon, une simple jointure mal écrite à la norme ANSI 89. En SQL 2000, c'était tout à fait supporté, sans aucun problème. Donc là, je suis en SQL Server 2000, aucun souci. La même chose en SQL Server 2008 R2. J'ai de fait un message d'erreur tout à fait clair. La requête utilise des opérateurs de joint interne, externe, non ANSI, étoile égale, etc. Donc c'est très clair. Là, je pourrais la faire fonctionner simplement en changeant le mode de compatibilité de la base en mode de compatibilité 80. Si je lance la même chose en SQL Server 2012, là c'est plus amusant. Là, syntaxe incorrecte. On n'en parle plus. Là, il n'y a pas le choix. Ça veut dire qu'effectivement, je n'ai pas de mode de compatibilité 80 en SQL Server 2012. Ce qui est logique. 2 versions antérieures, pas 3. Donc il va falloir que je visite l'ensemble de mon code pour pouvoir identifier quels sont les problèmes d'incompatibilité de ce type-là. Qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition? Un premier outil qui m'est livré directement sur le CD d'SQL Server ou que je peux télécharger en standalone, que je peux installer soit sur le serveur que je veux migrer, soit sur un poste client, qui est le SQL Server Upgrade Advisor. Donc le conseiller de mise à niveau SQL Server, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me permettre d'analyser directement ma base de données avec ses tables, ses procédures stockées, ses vues, ses fonctions, etc. D'analyser plusieurs composants, pas seulement la partie moteur de base de données, mais aussi les lots DTS, la partie SSIS, la partie SSAS. Il va pouvoir aller même plus loin en analysant des fichiers de code.sql, des fichiers de traces de capture d'activité faits avec le profiler, et il va nous fournir un rapport
sur ce qui ne va pas, et en nous précisant est-ce que c'est des actions à prendre avant ou après. Alors si je prends un exemple d'un rapport tout fait, alors l'Upgrade Advisor, il y a deux assistants en fait. Le premier assistant consiste à lancer la mise à niveau, à lancer le conseiller de mise à niveau, à scanner en fait mes instances. Donc je peux choisir les différents composants que je veux scanner, le nom de l'instance à scanner, et ensuite il effectue le test. Je vais vous montrer directement ce que donne un rapport. La deuxième option, c'est lancer la visionneuse de rapport. Je vais prendre un exemple d'une autre instance, où là c'est la réalité, où là j'ai effectivement quelques problèmes. Donc j'ai des commandes dump et load par exemple. J'ai des backups et des restore transactions. Donc des choses un petit peu anciennes. Ça c'est une base SQL Server 2000 à migrer en SQL Server 2008. Et puis des choses beaucoup plus amusantes qui sont par exemple ici des étoiles égales et des égales étoiles. Donc là ce qui est intéressant c'est si je détaille un petit peu les choses, je vais constater ici 230 procédures stockées qui sont à modifier et dont les jointures sont à réécrire. Donc là, il y a déjà un petit peu de boulot préalable. Bon, plus d'autres petits problèmes un petit peu du même style, des alias de colonnes dans order by, etc. Alors, à partir d'ici, j'ai la liste des procédures stockées, donc j'ai plus qu'effectivement à travailler sur mes différentes bases de données et aller revisiter tout ça. Alors ici, il me met que effectivement ça peut être fait après. Pourquoi ? Parce que c'est l'Upgrade Advisor 2008 R2 et qu'on se dit on peut rester en mode compatibilité 80 jusqu'à ce que ça soit fait. Donc on vous laisse le temps de le faire, mais il faudra le faire un jour. Et ça, effectivement, il va falloir le faire un jour puisqu'en 2012, c'est plus pris en charge. Donc différentes petites choses comme ça qu'il va falloir identifier. Est-ce que c'est exhaustif ? Pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez avoir effectivement des grosses différences de fonctionnement par la suite qui ne sont pas du tout détectées par l'Upgrade Advisor. Donc ça ne remplace en aucune manière les tests que vous devez faire, en particulier si vous avez une application maison, pour valider qu'elle fonctionne bien. Donc les tests restent totalement indispensables. En termes de performance déjà, la migration va modifier très sensiblement les performances de mes requêtes, de mes procédures stockées, très souvent en bien, à 95% on va dire, et parfois en mal. C'est-à-dire que certaines requêtes vont se comporter excessivement mal avec le nouveau moteur de base de données. Il va falloir identifier pourquoi, éventuellement les améliorer, éventuellement les réécrire. De fait, aussi, la granularité du verrouillage aussi est impactée, puisque vous pouvez aussi avoir, dans certains cas, le moteur qui décide de lire toutes les données plutôt que d'accéder à une donnée par un index. Ça, c'est un cas typique. Et à ce moment-là, de fait, d'avoir un comportement de la concurrence d'accès qui est complètement différent entre la version que vous aviez avant et la version vers laquelle vous voulez migrer. En mettant un niveau, vous avez réellement changé de moteur. Donc, un optimiseur différent, des plans de requête différents, une gestion du cache aussi, du cache de procédure et du cache de requête extrêmement différente. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour identifier ces problèmes de performance en amont, le plus tôt possible, sur votre plateforme de test ? Le premier outil, c'est le SQL Profiler, bien sûr, pour capturer l'activité sur votre base de données. Si on fait par exemple une migration entre 2000 et 2008 R2, vous allez faire une capture d'activité sur votre base SQL 2000. Vous allez rejouer cette activité sur une base identique en SQL Server 2008 R2 et en même temps refaire une recapture de manière à avoir les deux versions en capturant l'ensemble de statistiques qui sont nécessaires, les durées, le CPU, les lectures, les écritures et les plans de requête, ce qui va vous permettre d'avoir une comparaison complète. Et à ce moment-là, d'identifier quelles sont les requêtes qui dérivent, et qui dérivent considérablement d'une version à l'autre.
Alors on peut le faire d'une manière un peu globale, avec un jeu d'activité global, mais on peut aussi le faire sur des choses ciblées, c'est-à-dire après avoir déjà identifié dans nos applications quels étaient les modules applicatifs qui posent problème. Ensuite, quels sont les outils qu'on va avoir pour faire cette comparaison? Alors il y a un outil qui est bien sympathique, mais qui malheureusement n'évoluera plus pour SQL Server 2012, qui est les RML Utilities. RML Utilities, c'est un outil du support Microsoft. C'est un ensemble de petits outils. Un outil qui permet de charger, qui s'appelle ReadTrace, qui permet de charger les traces du profiler dans une base de données et de produire des rapports. Un outil également qui permet de faire du replay. Autrement dit, de rejouer dans plusieurs fenêtres l'activité des utilisateurs. Son principal intérêt, c'est qu'il fournit des rapports et aussi des rapports de comparaison qui peuvent être assez intéressants pour identifier très rapidement qu'est-ce qui diffère entre un plan de requête sur ma version précédente et un plan de requête sur ma version cible. Donc si je prends un petit exemple là-dessus, d'un rapport je ne vous ferai pas toute la capture en SQL Server 2000 ou en SQL Server 2008, mais on va prendre un exemple réel. Alors par contre, il faut que je tienne le micro et je tape avec un doigt, c'est pas franchement pratique. R2. Voilà, j'ai fait deux captures en fait. Une première en SQL Server 2000 qui est stockée dans une base de données qui s'appelle RML 2000 d'ailleurs. Et une deuxième capture qui a été stockée dans une autre base de données, RML 2008. Donc capture sur SQL Server 2008 du même jeu de travail. C'est du replay, c'est le même jeu de travail. Cet outil, lui, va me permettre de regarder un rapport de comparaison. Voilà. Donc ici, j'ai quand même une partie de requête qui n'a été jouée que sur la plateforme cible et pas sur la plateforme source. Pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux qui tournaient, il y avait un agent SQL Server qui envoyait des requêtes. Mais là, j'ai quand même toute une partie de mes requêtes qui est sur les deux plateformes et qu'il a pu identifier comme étant identiques. À partir de là, je vais voir déjà, et là c'est un exemple réel, je ne sais pas si la personne pour qui on avait fait ce test-là est dans la salle, mais je ne crois pas. On voit immédiatement que si je regarde tout simplement la durée de mes requêtes, ici j'ai quelques requêtes effectivement où j'ai une durée bien supérieure en SQL Server 2008 R2 qu'en SQL Server 2000. Donc la requête numéro 1, la requête numéro 2, la 3, la 4. Et donc je peux aller voir de quoi il s'agit, bien entendu. Ma requête numéro 1, elle est ici. On constate que c'est un écart quand même relativement important. C'est une grosse requête. C'est 212 secondes l'écart. 212 millions de microsecondes. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est une requête toute simple. Et alors, je vais pouvoir aller creuser un petit peu les choses en allant regarder ce qu'il en est sur chacune des plateformes, voir des statistiques d'activité et de performance. Ici, en SQL 2000, et là, en SQL 2008. Et cet outil-là va aller jusqu'à me donner le plan de requête qui a été capturé. Ici. Donc déjà des statistiques qui me dit ici, effectivement, c'est 9 millisecondes en moyenne. Cette requête, elle a tourné 5116 fois. De 0 à 33 millisecondes, donc une moyenne de 9 millisecondes. En SQL Server 2008, si je regarde la même information, elle a tourné aussi 5116 fois. Forcément, c'est le même jeu de travail. Par contre, ici, la moyenne, c'est 51 millisecondes. Attention, c'est des microsecondes. Donc, il faut simplement convertir. C'est 51 au lieu de 9. Donc, visiblement, elle a mis beaucoup plus longtemps.
Donc un total, effectivement, qui fait un écart de 212 secondes. Voilà, et je peux effectivement aller jusqu'à identifier le plan de requête. Donc je ne vous ferai pas, vous avez la session de Frédéric Pichot pour aller faire de l'optimisation de performance, je ne vous ferai pas l'analyse de la requête, on sortirait effectivement du cadre. Là, le problème en fait qui existe sur cette requête-là, je peux vous le donner, c'est simplement en fait que c'est une requête itérative, et que cette requête itérative pose des problèmes avec le cache de requête simplement. Elle charge le cache de 5000 exécutions et à chaque fois elle met une nouvelle copie en cache. Et en fait, il a fallu simplement réécrire cette requête de manière à ce que ce soit une requête paramétrée pour qu'effectivement ça rentre complètement dans l'ordre. Donc cet écart-là, vous voyez, on le constate sur une procédure en particulier. Et donc cette procédure-là, il faut régler le problème parce que en plus là c'était une procédure importante. Donc tout ça pour vous dire l'importance d'effectuer des tests. Alors en SQL Server 2012, un nouvel outil qui s'appelle le distributed replay. Lui, il ne fournit pas à l'heure actuelle encore de jolis rapports de comparaison comme ça, en tout cas j'en ai pas vu. Par contre, il est beaucoup plus puissant que ce que fait RML Utilities pour la partie replay. Il fait un vrai replay multi-client avec un contrôleur qui distribue, une machine contrôleur qui distribue des fichiers de replay à partir d'une trace qu'on a capturée à différents clients qui, eux, vont rejouer d'une manière synchronisée un jeu de travail. Donc c'est pour un scénario de test de montée en charge, bien sûr avec une capture derrière de performance, etc. Ça ne prend pas en charge les traces de SQL Server 2000, là de nouveau. Donc 2000-2008, c'est RML Utilities. 2005-2012, c'est Distributed Replay. Donc, un outil nouveau, hein, mais beaucoup plus riche pour faire des tests de montée en charge réels, avec beaucoup de clients. Alors, les problèmes de performance. Première chose, de toute manière, quand vous migrez une base de données d'une version à une autre, et en particulier si vous venez d'SQL Server 2000, de remettre à jour les statistiques. Et si possible de remettre à jour ces statistiques en faisant une mise à jour avec un full scan, de manière à avoir les statistiques les plus détaillées, les plus précises possibles. Ensuite, éventuellement, s'il y avait des indicateurs de requête qui donnaient un index en particulier à utiliser ou un algorithme de jointure en particulier à utiliser, il va falloir les revoir, éventuellement les retirer. Éventuellement réécrire aussi certaines requêtes de manière à ce qu'elles soient le plus efficaces possible. Mesurer aussi tout ce qui est utilisation de TempDB qui peut être effectivement différent d'une version à l'autre. Vérifier nos plans de requête. On peut utiliser le Database Tuning Advisor pour nous aider effectivement à revalider notre stratégie d'indexation par exemple. Et puis pendant qu'on y est, puisqu'on migre de nouvelles versions, vers une nouvelle version, on va pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont à notre disposition. Le partitionnement par exemple, l'index, si vous venez d'SQL Server 2000, au moins les colonnes incluses. Si vous allez vers SQL Server 2008, les index filtrés, les index sur des colonnes calculées persistantes, les options d'escalade de verrou sur les index. Donc énormément de choses qui existent en arrivant vers une nouvelle version et qui vont nous permettre aussi de remettre une couche d'optimisation au moment du changement. Évaluer aussi toutes les options de paramétrisation simple, forcée, qui nous permettent de modifier le comportement du cache de procédure. Également la mise à jour asynchrone des statistiques qui peut être envisagée. Les différentes options d'isolation aussi qui deviennent disponibles à partir d'SQL Server 2005. Donc beaucoup de choses effectivement qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer nos performances. Alors, je vous rassure quand même, dans 95% des cas, ça va plus vite. Là, j'ai pris le cas de figure où vous aviez 4 requêtes qui posaient problème. Et c'est bien pour ça qu'elles ont été capturées. Sur le reste de l'application, tout allait à peu près de 20 à 40% plus vite. Alors, autre préparation, autre petit souci qu'il va falloir régler en amont, les problématiques de sécurité.
dans la mesure où vous avez des connexions et des utilisateurs, vous avez toujours un problème quand vous déplacez une base de données d'un serveur à un autre ou d'une instance à une autre, qui est, si vous avez des logins SQL, de rétablir un mappage entre l'utilisateur et sa connexion. Donc deux moyens de faire, hein. Simplement de rétablir le mappage avec une commande alter-user. Autre moyen de faire également, c'est de cloner les utilisateurs pour qu'ils aient le même identifiant de sécurité sur la plateforme d'origine et la plateforme migrée. Et à ce moment-là, vous pouvez préparer la création des connexions. Et quand vous migrerez votre base de données, il n'y aura pas d'autre opération à faire. Le transfert des travaux de l'agent SQL Server, que vous pouvez scripter tous les travaux, vous pouvez les transférer un à un, ou vous servir d'une tâche SSIS de transfert de travaux pour migrer vos travaux d'une instance à une autre. Les plans de maintenance éventuellement à refaire, c'est un peu plus compliqué à déplacer parce qu'il faut les rouvrir, modifier les chaînes de connexion. Parfois, ça va plus vite de les refaire. Les travaux, le plus simple, qu'est-ce que c'est? C'est de préparer entièrement sur sa plateforme destination l'ensemble des travaux qui doivent exister, de les désactiver, et puis au moment de la migration, on désactive les anciens, on active les nouveaux. Les lots DTS et SSIS, vérification de tous les lots, correction, recopie des lots DTS d'une plateforme à l'autre. Il y a des petits utilitaires qui permettent de le faire, comme DTS Backup, ce genre de choses, pour déplacer d'une instance vers une autre. Et migration éventuelle des lots DTS vers SSIS, en particulier pour SQL Server 2012. Autre chose à migrer aussi qu'il faut penser en amont, les procédures stockées qui ont été créées pour des besoins système dans Master. Et puis SQL Mail aussi, qui n'est plus pris en charge du tout. Si on avait du SQL Mail en SQL Server 2000, l'utilisation de la messagerie remplacée en parallèle à partir d'SQL Server 2005 par Database Mail, SQL Mail n'est plus pris en charge en SQL Server 2012 non plus. Alors, quelques petits cas particuliers. Les bases répliquées, si vous avez de la réplication. Donc là, effectivement, on a un ordre des mises à jour qui devient important. On ne peut pas mettre à jour dans l'ordre qu'on veut. Il faut commencer par le distributeur, puisque le distributeur doit toujours avoir une version égale ou supérieure à celle de l'éditeur. Donc en général, on commence par le distributeur, on continue par l'éditeur, et on termine par l'abonné. En réplication transactionnelle, les abonnés peuvent avoir des versions différentes entre eux, donc anciennes ou nouvelles. En réplication de fusion, les abonnés doivent avoir des versions égales ou plus anciennes que l'éditeur. Donc il y a quelques petites règles à respecter pour la migration de réplication. Base de données en miroir, donc database mirroring. On peut bien entendu migrer le miroir. Le miroir doit avoir une version égale ou supérieure à celle du principal. Donc c'est d'abord le miroir qu'on migre. Pour ça, si on était en haute disponibilité en database mirroring avec un serveur témoin, on enlève le serveur témoin, on met à jour notre instance miroir et on la remet dans le miroir et on synchronise. On bascule sur ce miroir et à ce moment-là, la migration est faite. On met ensuite à jour l'instance d'origine principale et éventuellement on rebascule dans l'autre sens. Donc c'est toujours le miroir qu'on met à jour en premier lieu. Retour arrière. Alors problématique du retour arrière, chose qui est beaucoup demandée, c'est d'être capable de revenir sur la version précédente. Le DSI ne va pas être d'accord qu'on migre directement de 2000 à 2012 sans une sécurité ceinture et bretelles pour être certain qu'en cas de gros problème, on soit capable de revenir en arrière. Le seul problème, c'est qu'il faut être capable de resynchroniser nos données pour ne pas avoir de perte de données. On a commencé à travailler en SQL Server 2012. On a fait pratiquement une demi-journée de travail et de saisie sur notre base SQL Server 2012. Si on veut revenir sur SQL 2000, il faut récupérer effectivement tout ce qu'on a déjà saisi. Donc là, la méthode, ça serait d'utiliser la réplication. Alors comment faire? Synchroniser par réplication les mises à jour faites sur 2012 par exemple, vers 2005 ou vers 2000,
pour permettre un retour arrière sans aucune perte de données. Donc là, il y a une problématique de réplication déjà liée à la structure de la base de données source. Pour pouvoir faire de la réplication, il faut déjà être certain que notre structure de base de données source le permette. Autrement dit, il y a 3 propriétés en particulier qui vont poser problème pour faire de la réplication. Les colonnes identity doivent être marquées not for replication. Les triggers aussi doivent être éventuellement désactivés ou doivent être marqués not for replication. Et les contraintes également doivent être marquées not for replication ou désactivées pour qu'on puisse faire une réplication sans que vous ayez effectivement une problématique liée à la structure de la base source. Ensuite, le choix des types de réplication. On peut faire soit de la réplication au fil de l'eau en flux continu et faire de la réplication transactionnelle. Ça ne fonctionne que si toutes les tables dans notre base de données ont des clés primaires. Une table qui n'a pas de clé primaire ne peut pas faire partie d'une publication de réplication transactionnelle. Donc pour ces tables-là, soit je leur crée des clés primaires, et s'il n'y a pas lieu, eh ben je fais une réplication de capture instantanée ou réplication snapshot. Donc le scénario, mise en place, je fais une première migration par backup restore et je synchronise mes données simplement avec des backups et des restores. Nous on va le faire entre du 2000 et du 2012, histoire de prendre un peu plus de risques. Je prépare ensuite mes bases de données 2000 en termes de structure. Je crée mes publications et mes abonnements de réplication. Et ensuite, je peux basculer mes applications vers SQL 2008. Le retour arrière, c'est simplement de resynchroniser, de vérifier que mes données sont bien répliquées et synchronisées, d'arrêter ma réplication, de rétablir ce que j'ai modifié au niveau de ma structure et de rebasculer en arrière vers 2000. Donc, sur un scénario de migration classique, première chose que je fais, je prépare ma réplication sur SQL Server 2000. Je passe mes colonnes identity, not for réplication, mes triggers, not for réplication, mes contraintes, not réplication. On verra qu'on peut aussi le faire au dernier moment, éventuellement dans certains cas. Deuxième étape, je prépare aussi ma plateforme SQL Server 2008 en termes de sécurité. J'ai mes connexions, j'ai mes travaux, j'ai préparé ma réplication, etc. J'ai préinstallé mes bases de données, à savoir que je remonte mes sauvegardes. Donc je fais d'abord un restore de mes bases de données 2000 vers, là il s'agit de 2000 à 2008. Je fais un restore full d'abord, sans récupérer ma base de données. Si je ne récupère pas ma base de données, si je ne fais pas le recovery au moment de mon restore, ma base de données reste en SQL Server 2000. Tant que je ne fais pas le recovery, elle ne changera pas de version. Donc je peux continuer à restaurer des journaux de transaction 2000 d'une manière périodique. Ce qui fait qu'au moment de ma migration, j'aurai quasiment plus rien à restaurer, juste les dernières transactions. Donc je synchronise ma base de données pendant la journée. Et puis, il y a quand même un moment où je vais faire un arrêt de production. Je ne suis pas là dans un scénario où je fais du database mirroring. J'ai un arrêt de production, mais qui peut être très court, quelques minutes. Donc j'arrête ma production pour m'assurer qu'effectivement, personne ne va travailler sur mon ancienne base de données. Je renomme mes bases de données. Et comme ça, je suis absolument certain que personne ne va s'y connecter et va continuer à saisir dedans. Ensuite, je fais un dernier backup et un dernier restore pour récupérer les dernières transactions qui ont pu être faites sur ma base de données. Je peux le faire après renommage. Et ensuite, je fais les modifications que j'ai besoin au niveau de mes procédures stockées, par exemple, au niveau de mon code sur ma nouvelle plateforme. S'il y avait des modifications que j'ai scriptées, je les passe à ce moment-là. Et puis j'installe ma réplication. Donc réplication en flux continu si c'est possible. Et réplication en capture instantanée pour les tables qui ne prennent pas en charge
parce qu'elles n'ont pas de clé primaire, par exemple. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à effectivement basculer mes applications d'une plateforme vers l'autre, changer leur chaîne de connexion, et elles sont susceptibles donc de travailler avec la nouvelle version, tout en gardant synchronisée la version antérieure. Donc on va faire un petit exemple comme ça. Donc aujourd'hui, je migre de SQL Server 2000 à 2012. Ça fait 12 ans d'un coup, donc c'est une grosse marche quand même. Et est-ce que ça va marcher? Je me suis posé la question quand même au moment de le faire. Et il y a eu quelques petits problèmes, mais on va les voir. Et puis au passage, ça ne nous rajeunit pas 12 ans quand même. Mais bon. Donc, je vais partir du cas de figure qu'on vient de voir, à savoir ici, j'ai un plan de maintenance classique sur ma base de données SQL Server 2000. Ah oui, le zoom il marche pas bien. Voilà, donc j'ai une sauvegarde complète qui a tourné cette nuit, et puis ensuite toutes les demi-heures j'ai des sauvegardes de journal. C'est le plan de maintenance classique qui tourne dans SQL Server 2000. Donc à partir de là, je vais déjà pouvoir restaurer ça, pas sur un SQL Server 2012, mais sur un SQL Server 2008 R2. Alors, j'essaye de sortir du zoom, c'est quand ça veut. Voilà. Voilà, donc ici je suis en SQL Server 2012. La première tâche que je vais avoir à faire, c'est d'abord de restaurer vers du 2008 R2, première étape, puisque je ne peux pas faire le saut. Hein. D'ailleurs, si j'essaye de vous le montrer, hein, un essai de restore vers du SQL Server 2008-2012, voilà. La base de données a été sauvegardée sur un serveur exécutant la version 8. On ne peut pas le restaurer sur un SQL Server 2012 directement. Donc je vais passer par une étape intermédiaire qui est de le restaurer en SQL Server 2008 R2 avec l'option No Recovery pour que la base ne soit pas récupérée et que je puisse continuer à restaurer mes sauvegardes. Mes sauvegardes de journal par la suite. Donc là, je suis en SQL Server 2008 R2 ici. Et j'ai donc une base de données qui est ici en cours de restauration. Ensuite, je vais lancer, alors j'ai automatisé un tout petit peu la chose, un package SSIS qui va récupérer tous les journaux de transactions à la suite pour resynchroniser ma base de données. Ça, je pourrais, au fur et à mesure de la journée, le lancer plusieurs fois pour ramasser toutes les transactions au fur et à mesure. Et au moment où je vais vouloir migrer, comme ça, j'aurai pratiquement plus rien comme transaction à restaurer. Donc là, j'ai toute une série de journaux de transactions. Voilà, c'est super rapide. Ce qui se passe sur mon